Dans les couloirs sanglants du pouvoir romain, une femme a marqué l'histoire par son ambition dévorante et ses crimes calculés. Son nom, Agrippine la Jeune. Son rêve, voir son fils unique régner sur l'Empire romain. Son prix, le meurtre de son propre époux, l'empereur Claude. Cette femme extraordinaire n'a reculé devant aucun crime pour atteindre son objectif. Empoisonnement, conspiration, manipulation, tout était bon pour hisser Néron sur le trône. Mais son histoire se terminera dans le sang quand ce même fils qu'elle a tant chéri ordonnera son assassinat. Voici l'histoire vraie de la femme la plus dangereuse de Rome. Le 6 novembre de l'an 15 après Jésus-Christ, à des milliers de kilomètres de Rome, dans le campement militaire d'Ara Ubiorum en Germanie, naît une petite fille destinée à bouleverser l'Empire. Julia Agrippina, que l'histoire retiendra sous le nom d'Agrippine la Jeune, voit le jour dans un monde déjà marqué par la violence et les intrigues. Son père, Germanicus, est le général le plus populaire de Rome. Beau, charismatique, victorieux, sur tous les champs de bataille, il fait trembler l'empereur Tibère qui voit en lui un rival dangereux. Sa mère, Agrippine l'aînée, porte le sang d'Auguste et rêve de voir son époux ceindre la couronne impériale. Mais la famille de Germanicus vit en exil doré. Tibère, jaloux et paranoïaque, préfère éloigner ce général trop populaire plutôt que de risquer un coup d'État. Les enfants grandissent loin de Rome, dans l'ombre des légions et le bruit des armes. Agrippine la Jeune apprend vite que dans sa famille, le pouvoir se gagne par la ruse et se conserve par la force. Elle observe sa mère manœuvrer, intriguer, conspirer pour que Germanicus obtienne enfin la place qui lui revient de droit. Ces leçons marquent à jamais la petite fille. En 19, la tragédie frappe. Germanicus, en mission en Orient, tombe mystérieusement malade à Antioche et meurt à seulement 33 ans. Les circonstances sont suspectes. Le poison, un assassinat commandité par Tibère lui-même. Jamais la vérité ne sera établie. Mais une chose est certaine, la famille de Germanicus vient de perdre son protecteur. Agrippine l'aînée accuse publiquement Pison, le gouverneur de Syrie, d'avoir empoisonné son mari. Le procès qui s'ensuit divise Rome. Pison, accablé par les accusations, finit par se suicider. Mais le mal est fait. Tibère considère désormais la veuve de Germanicus comme une ennemie personnelle. La petite Agrippine, âgée de 4 ans, assiste au retour triomphal du cortège funèbre de son père. Rome entière pleure le héros disparu. Cette scène marquera à jamais la fillette. Elle comprend que son nom porte une gloire immense, mais aussi un danger mortel. Les années qui suivent transforment sa famille en proie traquée. Tibère, de plus en plus paranoïaque, s'acharne contre les descendants de Germanicus. En 29, le coup de grâce tombe. Agrippine l'aînée et ses 2 fils aînés sont arrêtés, accusés de complot. La mère d'Agrippine la Jeune mourra de faim sur l'île de Pandateria après avoir été battue au point de perdre un œil. Ses frères périront également dans les geôles impériales. La famille qui rêvait du trône a été décimée. Seuls 3 enfants survivent à cette purge sanglante. Caligula, qui a su gagner les faveurs de Tibère par sa soumission apparente, et ses 2 sœurs, Agrippine la Jeune et Drusilla. Ces survivants vont tisser entre eux des liens indéfectibles, forgés dans le sang et la haine. Agrippine la Jeune n'a que 14 ans quand sa mère meurt, mais elle a déjà tout compris. À Rome, seul le pouvoir protège. Sans lui, on meurt dans l'oubli et la douleur. Cette leçon guidera chacun de ses actes futurs. En 28, Tibère arrange le mariage d'Agrippine la Jeune avec Cnus Domitius Aenobarbus, un aristocrate violent et cruel, mais suffisamment éloigné du pouvoir pour ne pas inquiéter l'empereur. Agrippine n'a que 13 ans quand elle épouse cet homme brutal qui a déjà la réputation d'un monstre. Domitius Aenobarbus incarnait tout ce que Rome produisait de pire. Gladiateur amateur, il prenait plaisir à tuer des hommes libres dans l'arène. Sur les routes, il écrasait délibérément les enfants sous les roues de son char. Dans sa propre demeure, il torturait ses esclaves pour son divertissement personnel. Ce mariage arrangé transforme la vie d'Agrippine en enfer quotidien. Mais la jeune femme serre les dents et endure. Elle sait que ce n'est qu'une étape. Chaque humiliation subie renforce sa détermination. Chaque coup reçu alimente sa soif
de revanche. Agrippine apprend à dissimuler, à mentir, à manipuler. Son mari brutal devient, sans le savoir, son premier professeur dans l'art de la survie politique. Pendant 9 longues années, elle reste stérile. Les médecins évoquent un blocage psychologique, une incapacité à concevoir avec un homme qu'elle est. D'autres murmurent que la stérilité vient de Domitius lui-même, rongé par ses excès et ses vices. En 37, tout change. Tibère meurt enfin, et c'est son frère Caligula qui monte sur le trône. Pour la première fois depuis la mort de son père, Agrippine voit l'espoir renaître. Sa famille retrouve enfin sa place au sommet de l'État. Caligula commence son règne par des gestes spectaculaires de réconciliation. Il fait rapatrier les cendres de sa mère et de ses frères, organise des funérailles grandioses, réhabilite la mémoire de Germanicus. Rome découvre un empereur jeune, généreux, soucieux de justice. Le peuple l'adore. Agrippine retrouve son rang de princesse impériale. Elle apparaît sur les monnaies aux côtés de son frère, reçoit les honneurs dus à son sang, dispose d'une fortune considérable. Pour la première fois de sa vie, elle goûte au vrai pouvoir. C'est dans cette période de bonheur retrouvé qu'elle tombe enfin enceinte. Le 15 décembre 37, à Antium, au lever du soleil, elle donne naissance à un fils qu'elle prénomme Lucius Domitius Aenobarbus. Cet enfant sera plus tard connu sous le nom de Néron. La naissance de son fils transforme Agrippine. Elle qui n'avait jamais connu l'amour maternel découvre une passion dévorante pour ce petit être. Mais son amour n'a rien de tendre. C'est une ambition transférée, un rêve de grandeur reporté sur l'enfant. Elle consulte les devins et les astrologues, pratique interdite mais courante dans l'aristocratie romaine. Leurs prédictions la glacent et l'exaltent à la fois. Son fils régnera sur Rome, mais il la tuera. Sa réponse est immédiate et révélatrice. Qu'il me tue, pourvu qu'il règne. Cette réponse résume toute la psychologie d'Agrippine. Elle est prête à mourir pour voir son fils empereur. Cette obsession guidera désormais chacun de ses actes, chacune de ses décisions. Néron devient sa raison de vivre et, paradoxalement, sa future cause de mort. Quelques mois après la naissance de Néron, Domitius Aenobarbus meurt opportunément. Les circonstances de sa mort restent mystérieuses, mais Agrippine devient veuve à 22 ans, libérée enfin de ce mariage infernal. Elle hérite d'une fortune colossale et de la liberté de choisir son destin. Mais le bonheur familial ne dure pas. Caligula, après une maladie grave, sombre dans la folie. L'empereur généreux se transforme en tyran sanguinaire. Il dilapide le trésor public, humilie le Sénat, se proclame Dieu vivant. Plus grave encore pour Agrippine. Il entretient des relations incestueuses avec ses sœurs et les prostitue à ses favoris. La situation devient intenable. Agrippine, qui avait retrouvé l'espoir avec l'accession de son frère, se retrouve prise au piège d'un règne tyrannique. Elle comprend que Caligula est devenu aussi dangereux pour elle que l'était Tibère. En 39, Agrippine commet l'erreur qui faillit lui coûter la vie. Elle s'implique dans le complot d'Aemilius Lepidus, l'époux de sa sœur Drusilla et amant de Caligula. Lepidus, qui se croyait destiné à succéder à l'empereur, organise une conspiration pour prendre le pouvoir. Le complot est découvert. Caligula, fou de rage, fait exécuter Lepidus et exile ses 2 sœurs sur les îles Pontines, ce même archipel maudit où leur mère était morte de faim. Agrippine se retrouve arrachée à son fils Néron, âgé de 2 ans, pour être jeté dans un exil qui ressemble fort à une condamnation à mort. Sur l'île désolée de Pontia, Agrippine découvre l'enfer. Privée de ses serviteurs, de son luxe, de ses intrigues, elle doit lutter chaque jour pour survivre. Les vivres arrivent irrégulièrement. L'eau est rare, le logement précaire. Caligula a voulu l'humilier, la briser, la faire disparaître dans l'oubli. Mais Agrippine résiste. Chaque jour d'exil renforce sa haine et sa détermination. Elle pense à Néron, élevé loin d'elle par Domitia Lepida, la sœur de son défunt mari. Elle échafaude des plans de vengeance, imagine les moyens de reconquérir sa place, rêve du jour où elle reprendra son fils. L'exil dure de longues années. 2 années pendant lesquelles Agrippine apprend la patience, la ruse, l'art de survivre dans l'adversité. Ces épreuves achèvent de forger son caractère impitoyable.
elle qui était déjà ambitieuse, devient carrément dangereuse. En janvier 41, la Providence frappe enfin. Caligula, devenu complètement fou, est assassiné par ses propres gardes prétoriens. Sa femme Caesonia et sa fille de 1 an sont également massacrées. La dynastie julio-claudienne semble sur le point de s'éteindre dans le sang. C'est alors qu'intervient un événement imprévu. Les prétoriens découvrent Claude, l'oncle d'Agrippine, caché derrière une tenture du palais. Ce personnage falot, bègue et boiteux, que tout le monde considérait comme un simple d'esprit, est proclamé empereur par les soldats qui ont besoin d'un nouveau maître. Claude libère immédiatement Agrippine et sa sœur Livilla. Après 2 ans d'exil, Agrippine retrouve Rome, son fils et sa soif de pouvoir. Mais elle a changé. L'épreuve l'a durcie, lui a enseigné la patience et la dissimulation. Elle ne commettra plus l'erreur de se montrer trop tôt. Les retrouvailles avec Néron, maintenant âgé de 4 ans, marquent profondément Agrippine. Elle découvre un enfant qu'elle ne reconnaît plus, élevé par Domitian Épida, selon des principes qui ne sont pas les siens. Cette séparation forcée crée en elle une détermination farouche. Plus jamais elle ne sera séparée de son fils, plus jamais elle ne perdra le contrôle de son destin. Claude, reconnaissant envers sa nièce pour son soutien, lui rend ses biens et sa position. Mais Agrippine veut plus. Elle observe ce nouvel empereur, analyse ses faiblesses, étudie son entourage. Claude n'est pas fou comme Caligula, mais il est faible, influençable, dominé par ses affranchis et ses épouses successives. Sa 4e femme, Messaline, règne en véritable tyran sur l'Empire. Cette femme dépravée et cruelle cumule les scandales et les crimes. Elle fait exécuter qui bon lui semble, s'approprie les fortunes des condamnés, multiplie les intrigues et les vengeances personnelles. Agrippine comprend rapidement que Messaline représente un obstacle majeur à ses ambitions. L'impératrice voit en elle une rivale dangereuse et ne manque aucune occasion de l'humilier ou de la menacer. Cette rivalité larvée va durer des années, chacune attendant l'occasion de détruire l'autre. En 47, Agrippine épouse Caius Sallustius Crispus Passienus, l'un des hommes les plus riches de Rome. Ce mariage n'a rien de romantique, c'est une alliance stratégique qui lui donne les moyens financiers de ses ambitions. Passienus, veuf de Domitia, la sœur du premier mari d'Agrippine, apporte à cette union une fortune considérable. Mais l'homme meurt opportunément 1 an plus tard, dans des circonstances mystérieuses. Une fois de plus, Agrippine hérite d'une fortune colossale. Les mauvaises langues murmurent qu'elle a empoisonné son second époux, mais rien ne peut être prouvé. Cette mort suspecte entre dans la longue liste des décès mystérieux qui jalonnent la vie d'Agrippine. Désormais richissime, Agrippine peut financer ses ambitions. Elle s'entoure d'un réseau d'informateurs, corrompt les affranchis influents du palais, tisse des alliances avec les sénateurs d'opposition. Son objectif est clair, renverser Messaline et prendre sa place auprès de Claude. L'occasion se présente en 48. Messaline, dans un accès de folie, épouse publiquement son amant Caius Silius alors qu'elle est toujours mariée à l'empereur. Cette bigamie constitue un crime de lèse-majesté passible de mort. Pire encore, ce mariage peut être interprété comme une tentative de coup d'État. Claude, parti à Ostie, ignore tout du scandale. Ce sont les affranchis du palais, notamment Pallas et Narcisse, qui découvrent le pot aux roses. Ils se trouvent face à un dilemme. Comment annoncer à l'empereur que sa femme l'a trahi de la manière la plus humiliante qui soit? Narcisse prend les devants. Il se rend à Ostie et révèle tout à Claude. L'empereur, d'abord incrédule, entre dans une colère terrible quand il comprend l'ampleur de la trahison. Il ordonne l'arrestation immédiate de Messaline et de tous ses complices. Messaline tente de sauver sa vie en se précipitant vers Claude pour implorer son pardon. Mais Narcisse, qui connaît le caractère faible de l'empereur, fait exécuter l'impératrice avant qu'elle puisse le rencontrer. Le 26 octobre 48, Messaline est assassinée dans les jardins de Lucullus. La mort de Messaline ouvre une période d'incertitude. Claude jure qu'il ne se remariera jamais, mais ses affranchis savent que l'empereur ne peut rester seul. 3 candidates se disputent déjà sa succession. Lollia Paulina, l'ancienne épouse de Caligula, Aelia, Paetina, son ancienne femme,
et Agrippine la jeune. Chacune des trois femmes dispose d'atouts particuliers, mais Agrippine bénéficie d'un avantage décisif. Elle a su corrompre Pallas, l'affranchi le plus influent de Claude. Cette alliance lui coûte cher, financièrement et peut-être physiquement, mais elle s'avère déterminante. Pallas plaide habilement la cause d'Agrippine auprès de Claude. Il met en avant son sang augustéen, sa beauté, son intelligence, sa capacité à unifier la famille impériale. Il souligne aussi l'avantage politique d'une telle union. Épouser sa nièce permettrait à Claude de renforcer sa légitimité dynastique. Un seul obstacle s'oppose encore au projet. La loi romaine interdit formellement le mariage entre oncle et nièce. Cette union serait considérée comme un inceste, crime abominable aux yeux des Romains traditionalistes. Claude hésite, conscient du scandale que provoquerait une telle décision. Agrippine et Pallas manœuvrent habilement pour surmonter cette difficulté. Ils font pression sur Vitellius, ancien collègue de Claude à la censure, pour qu'il prenne l'initiative au Sénat. En 49, Vitellius présente une motion réclamant que l'empereur se remarie pour le bien de l'État. Le Sénat docile vote la motion, mais Vitellius va plus loin. Il fait adopter une loi autorisant spécifiquement le mariage entre oncle et nièce, présentant cette union comme nécessaire à la grandeur de Rome. Les sénateurs, terrorisés par le souvenir de Messaline, n'osent pas s'opposer. Claude cède enfin. Le mariage a lieu en grande pompe en 49. Agrippine, à 34 ans, devient impératrice de Rome. Elle a enfin atteint le sommet qu'elle visait depuis si longtemps. Mais ce n'est encore qu'une étape. Son véritable objectif, c'est de faire de Néron l'héritier de Claude. L'empereur a déjà un fils, Britannicus, né de son union avec Messaline. L'enfant a 12 ans et semble naturellement destiné à succéder à son père. Mais Agrippine ne l'entend pas ainsi. Elle va méthodiquement éliminer tous les obstacles qui se dressent entre son fils et le trône. Sa première victoire est l'adoption de Néron par Claude. Elle obtient que son fils, âgé de 12 ans, soit officiellement adopté par l'empereur et prenne le nom de Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. Du jour au lendemain, Néron devient l'égal de Britannicus dans l'ordre de succession. Mieux encore, Néron est plus âgé que Britannicus. Cette différence d'âge, ajoutée à son nouveau statut de fils adoptif de l'empereur, en fait théoriquement l'héritier présomptif. Agrippine a réussi son premier coup de maître. Elle ne s'arrête pas là. Pour renforcer encore la position de Néron, elle arrange son mariage avec Octavie, la fille de Claude et Messaline. Cette union, célébrée en 53, fait de Néron le gendre de l'empereur et l'allié naturel de la famille impériale. Parallèlement, Agrippine élimine systématiquement tous ceux qui pourraient soutenir les droits de Britannicus. Narcisse, le protecteur du jeune prince, est écarté du pouvoir. Domitial Épida, qui a élevé Néron pendant l'exil d'Agrippine et pourrait avoir de l'influence sur lui, est accusé de sorcellerie et exécuté. Ces éliminations ne sont pas des accidents. Agrippine orchestre méthodiquement la destruction de tous ses ennemis potentiels. Elle utilise la délation, la corruption, le chantage, et n'hésite pas à recourir au poison quand les autres méthodes échouent. En 50, elle obtient le titre d'Augusta, honneur rarissime qui n'avait été accordé qu'à Livie, l'épouse d'Auguste. Cette distinction la place officiellement au même rang que l'empereur. Elle apparaît sur les monnaies, assiste aux cérémonies officielles, reçoit les ambassadeurs étrangers. Vers 53, Claude commence à comprendre qu'il a été manipulé. L'empereur réalise que son mariage avec Agrippine n'était qu'un piège, que sa femme ne l'a épousé que pour faire de Néron son héritier. Pire encore, il découvre que Britannicus, son fils biologique, est systématiquement écarté de tous les postes importants. Cette prise de conscience tardive inquiète profondément Agrippine. Elle sent que Claude pourrait revenir sur ses décisions, réhabiliter Britannicus et écarter Néron de la succession. Ce revirement signerait l'échec de tous ses plans et peut-être sa propre perte. Les relations entre les époux se détériorent rapidement. Claude, qui avait d'abord été charmé par l'intelligence et la beauté de sa nièce, découvre son vrai visage. Il comprend qu'Agrippine est une manipulatrice sans scrupules
prêt à tout pour satisfaire son ambition. L'empereur commence à témoigner publiquement sa préférence pour Britannicus. Il évoque la possibilité de réviser l'ordre de succession, laisse entendre que son fils biologique pourrait finalement lui succéder. Ces déclarations jettent l'alarme dans le camp d'Agrippine. La situation devient explosive quand Claude menace de divorcer et de renvoyer Agrippine en exil. Cette perspective terrifierait n'importe quelle femme, mais Agrippine ne recule devant rien. Si Claude veut se débarrasser d'elle, elle se débarrassera de Claude la première. Elle prépare minutieusement l'assassinat de son mari. Pour cette mission délicate, elle s'assure la complicité de Xénophon de Cos, le médecin personnel de l'empereur, et d'Alotus, son goûteur officiel. Ces deux hommes, corrompus à prix d'or, acceptent de participer au crime. Le poison choisi est subtil. Il ne doit pas tuer instantanément, au risque d'éveiller les soupçons, mais provoquer une mort qui puisse passer pour naturelle. Agrippine fait appel à Locuste, une empoisonneuse professionnelle réputée pour la qualité de ses préparations. Le 13 octobre 54, le plan se met en mouvement. Claude, qui raffole des champignons, en consomme un plat lors du dîner. Alotus, fidèle à sa mission, s'assure que l'empereur mange les champignons empoisonnés, mais le dosage est mal calculé. Claude tombe malade sans mourir. Prise de panique, Agrippine fait appel à Xénophon. Le médecin, sous prétexte de faire vomir l'empereur, lui enfonce dans la gorge une plume enduite d'un poison plus violent. Cette fois, l'effet est immédiat. Claude s'effondre et meurt dans d'atroces souffrances. Agrippine joue immédiatement la comédie du deuil. Elle pleure son époux, organise des funérailles grandioses, fait diviniser Claude par le Sénat. Personne n'ose soupçonner qu'elle a assassiné l'empereur. Officiellement, Claude est mort d'indigestion après avoir trop mangé de champignons. Mais Agrippine ne perd pas de temps en lamentations. Dès la mort de Claude confirmée, elle fait escorter Néron vers les casernes des prétoriens. Le jeune homme, âgé de 17 ans, est acclamé empereur par les gardes qui reçoivent une généreuse gratification pour leur fidélité. Britannicus, le fils légitime de Claude, se trouve complètement isolé. Agrippine a pris soin de l'éloigner du palais et de l'entourer de ses propres partisans. Le jeune prince, âgé de 14 ans, ne peut rien faire contre ce coup de force parfaitement orchestré. Le 13 octobre 54, Néron devient empereur de Rome sous le nom de Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Agrippine a enfin réalisé son rêve le plus cher. Son fils règne sur l'Empire. Elle a vaincu tous ses ennemis, éliminé tous les obstacles, sacrifié tous les scrupules à cette ambition dévorante. Les premières années du règne de Néron marquent l'apogée du pouvoir d'Agrippine. Elle qui a tant intrigué pour placer son fils sur le trône, découvre enfin les joies du pouvoir suprême. Officiellement, c'est Néron qui règne, mais en réalité, c'est elle qui tire les ficelles. L'empereur n'a que 17 ans quand il accède au pouvoir. Inexpérimenté, influençable, il s'en remet naturellement à sa mère pour les décisions importantes. Agrippine devient la véritable dirigeante de l'Empire, situation unique dans l'histoire romaine. Elle impose sa présence partout où prend le pouvoir. Les sénateurs doivent la saluer avant de s'adresser à l'empereur. Les ambassadeurs étrangers sont reçus en sa présence. Elle assiste aux conseils de guerre, participe aux décisions diplomatiques, contrôle les nominations importantes. Cette omniprésence choque profondément les traditions romaines. Jamais une femme n'avait exercé un tel pouvoir à Rome. Les sénateurs murmurent, les généraux protestent, mais personne n'ose s'opposer ouvertement à celle qui a fait et peut défaire un empereur. Agrippine savoure cette revanche sur tous, ceux qui ont humilié sa famille. Elle, qui a vu sa mère mourir de faim en exil, ses frères périr dans les geôles impériales, elle-même bannie sur une île désolée, règne maintenant sur ceux qui l'ont persécutée. Ses ennemis plient, l'échinent ou disparaissent mystérieusement. Narcisse, l'ancien favori de Claude qui avait soutenu Britannicus, est contraint au suicide. Les partisans du jeune prince sont éliminés un à un. Agrippine ne laisse rien au hasard, mais cette situation ne peut durer éternellement. Néron grandit, prend confiance en lui, développe sa propre vision du pouvoir. L'empereur découvre les plaisirs de régner et supporte de moins en moins la tutelle maternelle.
Les premiers signes de tension apparaissent vers 55. Néron s'éprend d'une affranchie nommée Actée et veut en faire sa maîtresse officielle. Agrippine s'oppose violemment à cette liaison qu'elle juge indigne du rang impérial. Cette opposition marque le début d'un conflit ouvert entre la mère et le fils. Néron, pour la première fois, tient tête à Agrippine. Il refuse de rompre avec Actée et menace même de divorcer d'Octavie pour l'épouser. L'empereur découvre l'ivresse de la rébellion. Agrippine commet alors l'erreur de sa vie. Elle menace Néron de soutenir Britannicus contre lui. Cette menace révèle au grand jour la fragilité du pouvoir de son fils et l'existence d'une alternative crédible. Néron comprend que sa mère, qui l'a fait empereur, peut aussi le défaire. La rupture entre eux devient irréversible quand Agrippine se rapproche effectivement de Britannicus. Elle, qui avait tant manœuvré pour écarter le fils de Claude de la succession, se tourne maintenant vers lui pour faire pression sur Néron. Cette volte-face révèle la vraie nature d'Agrippine. Elle ne sert que son propre pouvoir. Néron réagit avec une violence que sa mère n'avait pas prévue. En 55, lors d'un banquet, Britannicus est empoisonné sous les yeux de tous les convives. Le jeune homme de 15 ans s'effondre, pris de convulsions terribles, et meurt en quelques minutes. L'empereur fait passer ce meurtre pour une crise d'épilepsie, maladie dont souffrait effectivement Britannicus. Mais personne n'est dupe. Néron vient d'éliminer son rival potentiel et d'envoyer un message clair à sa mère. Le disciple a dépassé le maître dans l'art du crime politique. L'assassinat de Britannicus marque un tournant décisif dans les relations entre Agrippine et Néron. La mère comprend que son fils lui échappe définitivement et qu'elle a créé un monstre plus dangereux qu'elle-même. Le fils réalise que sa mère ne reculera devant rien pour conserver le pouvoir, y compris le détruire. Cette guerre sourde, entre eux, empoisonne l'atmosphère du palais. Chacun manœuvre pour affaiblir l'autre, recrute des partisans, échafaude des plans secrets. Rome assiste, fasciné et horrifié, à ce duel entre deux ambitions démesurées. Néron bénéficie d'un avantage décisif. Il est l'empereur légitime. Ses conseillers, Sénèque et Burrus, l'encouragent à s'émanciper de sa mère. Il lui rappelle qu'aucun empereur ne peut régner sous la tutelle d'une femme sans perdre tout respect. Progressivement, Néron écarte Agrippine des affaires de l'État. Il lui retire sa garde prétorienne personnelle, l'empêche d'assister aux audiences, limite ses déplacements. L'ancienne toute-puissante impératrice se retrouve assignée à résidence dans ses propres appartements. Humiliée, Agrippine tente une dernière manœuvre. Elle fait courir le bruit qu'elle possède des documents compromettants sur l'accession de Néron au trône, notamment des preuves de l'empoisonnement de Claude. Cette menace de chantage exaspère l'empereur. Néron comprend qu'il ne peut coexister avec sa mère. L'un des deux doit disparaître, et ce ne sera pas lui. Mais comment tuer celle qu'il a mis au monde et hissée au pouvoir? Comment assassiner Agrippine sans provoquer un scandale qui ébranlerait son règne? L'empereur consulte ses conseillers les plus proches. Certains proposent le poison, d'autres un accident arrangé. Mais tous ces projets présentent des risques énormes. Agrippine se méfie de tout et de tous depuis l'assassinat de Britannicus. C'est finalement Anicetus, commandant de la flotte de Mycène, qui propose une solution ingénieuse. Un naufrage accidentel. Agrippine sera invitée à se réconcilier avec son fils lors des fêtes de Minerva Bay. Au retour, son navire coulera mystérieusement. Le plan séduit Néron par son côté spectaculaire. Lui qui rêve de carrière artistique, apprécie cette mise en scène dramatique. De plus, un naufrage permettrait de maquiller le crime en accident, préservant ainsi sa réputation. En mars 59, Néron met son plan à exécution. Il écrit à sa mère une lettre touchante, évoquant leur réconciliation nécessaire et l'invitant à venir célébrer avec lui les fêtes de Minerve dans sa villa de baie sur le golfe de Naples. Agrippine hésite. Elle se méfie de cette soudaine bonté filiale et flaire le piège. Mais l'espoir de reprendre son influence sur Néron l'emporte sur la prudence. Elle accepte l'invitation et se rend à B avec une petite escorte. Les retrouvailles se déroulent dans une atmosphère apparemment détendue. Néron joue parfaitement son rôle de fils repentant. Il multiplie les attentions envers sa mère, l'honore publiquement, lui témoigne un respect ostentatoire.
Agrippine se laisse bercer par ces marques d'affection. Le banquet de réconciliation est somptueux. Néron a réuni tout ce que l'aristocratie romaine compte de personnalités importantes. Agrippine, rayonnante, savoure ce retour en grâce apparent. Elle croit avoir reconquis son fils et retrouvé sa place au sommet de l'État. Mais quand vient l'heure du départ, Néron insiste pour que sa mère utilise un navire spécial qu'il a fait préparer pour elle. Cette galère luxueuse est présentée comme un cadeau de réconciliation, un témoignage de l'amour filial retrouvé. Agrippine monte à bord avec sa suite, sans se douter qu'elle embarque sur son tombeau flottant. Anicetus a fait modifier la structure du navire. Au signal convenu, le plafond de la cabine principale s'effondrera, écrasant les passagers, puis la coque s'ouvrira pour faire couler le bâtiment. Le départ se fait dans la liesse. Néron embrasse tendrement sa mère. Sur le quai, lui souhaite bon voyage. Promet de la revoir bientôt à Rome. Cette comédie du fils aimant constitue son dernier mensonge avant le matricide. En haute mer, le mécanisme infernal se déclenche. Le plafond de la cabine s'effondre brutalement, mais Agrippine a eu le réflexe de se jeter sur le côté. Elle évite de justesse l'écrasement qui aurait dû la tuer instantanément. La coque commence à se disloquer selon le plan prévu. Les marins complices achèvent à coups de rame les passagers qui tentent de fuir. Mais Agrippine, excellente nageuse, plonge dans les eaux noires du golfe de Naples et nage désespérément vers la côte. Derrière elle, le navire sombre avec ses victimes. Les marins criminels font leur rapport à Anicetus. La mission est accomplie. Agrippine a péri dans le naufrage. Mais il se trompe, l'impératrice a survécu et rejoint sa villa de Baule. Trempée, épuisée, mais vivante, Agrippine comprend immédiatement ce qui s'est passé. Son fils a tenté de l'assassiner en maquillant le crime en accident. Cette révélation la bouleverse plus que la peur de la mort. Néron, l'enfant qu'elle a tant aimé, vient d'essayer de la tuer. Dans sa villa de Baule, elle pense ses blessures et réfléchit à sa situation. Elle sait que Néron, informé de l'échec de son plan, ne s'arrêtera pas là. Il enverra d'autres tueurs pour achever le travail. Sa survie ne fait que retarder l'échéance fatale. Agrippine prend alors une décision surprenante. Elle envoie un message à Néron pour l'informer qu'elle a survécu au naufrage par la protection des dieux. Ce message peut sembler suicidaire, mais il révèle la psychologie complexe d'Agrippine. En annonçant sa survie, elle force Néron à sortir de l'ambiguïté. Plus question de prétendre que sa mort était accidentelle. Désormais, s'il veut la tuer, il devra assumer ouvertement le matricide. Agrippine met son fils au défi de révéler sa vraie nature. Néron reçoit le message avec un mélange de rage et de panique. Sa mère a survécu et elle sait qu'il a voulu l'assassiner. Cette situation le place dans une position impossible. Il ne peut plus reculer sans perdre la face. Mais il ne peut plus avancer sans commettre l'irréparable. L'empereur convoque en urgence ses conseillers. Sénèque et Burrus, horrifiés par la tournure des événements, tentent de le dissuader d'aller plus loin. Mais Néron, pris au piège de sa propre machination, n'a plus le choix. Il doit tuer Agrippine ou être détruit par elle. Il confie la mission à Anicetus, le commandant de la flotte, qui a organisé le faux naufrage. Cette fois, plus question de subterfuge. Il faut assassiner Agrippine brutalement et directement. Anicetus forme un commando de soldats fidèles et se dirige vers Baule. Agrippine entend les soldats approcher de sa villa dans la nuit du 23 mars 59. Elle comprend que son heure est venue. Seule avec quelques servantes terrorisées, elle attend ses bourreaux s'enfuir, avec cette dignité altière qui a toujours caractérisé sa famille. Les soldats enfoncent les portes et se ruent vers la chambre d'Agrippine. Elle se dresse devant eux, impériale même dans la mort qui vient. Le premier soldat lève son glaive, hésite une seconde devant cette femme qui l'a tant impressionné par sa prestance. C'est alors qu'Agrippine prononce les mots qui la rendent immortelle. « Frappe au ventre !» Elle montre d'un geste son abdomen et ajoute « Frappe là où j'ai porté Néron !» Ces paroles terribles résument toute la tragédie. Elle désigne, pour sa mort, le lieu même où elle a donné la vie à son bourreau. Les soldats frappent. Agrippine s'effondre, percée de multiples coups. Elle meurt à 44 ans, assassinée par ordre de ce fils qu'elle avait tant aimé, tant protégé, tant porté vers le pouvoir.
Sa prophétie s'accomplit, Néron règne, mais il l'a tué. La nouvelle de l'assassinat d'Agrippine se répand rapidement dans tout l'Empire. Rome découvre avec horreur que son empereur a tué sa propre mère. Ce crime, impensable même dans les pires excès de la politique romaine, marque un tournant. Dans le règne de Néron, l'empereur tente d'abord de justifier son acte. Il accuse posthumément Agrippine d'avoir comploté contre lui, prétend qu'elle préparait un coup d'État, affirme qu'il n'a fait que se défendre. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait qu'il a assassiné sa mère par ambition personnelle. Le Sénat, terrorisé, vote néanmoins des remerciements à l'empereur pour avoir échappé au complot de sa mère. Cette lâcheté institutionnelle révèle la dégradation du système politique romain. Les sénateurs préfèrent approuver un matricide plutôt que de risquer la colère impériale. Mais dans l'opinion publique, le crime de Néron provoque une réprobation unanime. Le peuple romain, malgré tous ses défauts, respecte les liens familiaux. Un empereur qui tue sa mère devient un monstre aux yeux de ses sujets. Cette réputation ne quittera plus jamais Néron. Le matricide libère également les instincts les plus sombres de l'empereur. Ayant franchi cette barrière psychologique ultime, Néron n'a plus aucune limite morale. Il peut désormais tuer n'importe qui sans scrupule. Sa mère morte ne peut plus le retenir sur la pente de la tyrannie. Sénèque et Burrus, les derniers conseillers modérés de Néron, perdent définitivement leur influence. Comment conseiller la modération à un homme qui a tué sa propre mère? L'empereur s'entoure désormais de flatteurs et de complices qui encouragent ses pires instincts. La mort d'Agrippine marque aussi la fin d'une époque dans l'histoire des femmes romaines. Jamais plus une impératrice n'exercera un tel pouvoir politique. Les successeurs de Néron se méfieront de l'influence féminine et cantonneront leur épouse dans des rôles purement décoratifs. Paradoxalement, Agrippine obtient dans la mort une forme de victoire sur son fils. En la tuant, Néron s'est condamné lui-même. Ce matricide entache à jamais sa réputation et contribuera à sa chute finale. L'empereur ne survivra que 9 ans à sa mère. L'histoire d'Agrippine la jeune révèle les contradictions tragiques du pouvoir absolu. Cette femme extraordinaire a tout sacrifié à son ambition, ses scrupules, ses affections, sa propre vie. Elle représente l'archétype de la mère dévorante qui détruit ce qu'elle prétend protéger. Son parcours illustre aussi les limites du système politique romain. Dans un régime où seul compte le sang impérial, les femmes de la famille régnante développent nécessairement des stratégies de pouvoir indirect. Agrippine a poussé cette logique jusqu'à ses conséquences extrêmes. Elle a réussi son pari impossible, faire de son fils unique l'empereur de Rome. Mais cette victoire lui a coûté sa propre destruction. En créant un monstre pour satisfaire son ambition, elle a signé son arrêt de mort. Néron, formé par elle aux techniques du crime politique, a fini par les retourner contre elle. L'empoisonnement de Claude reste l'un des crimes politiques les plus parfaitement exécutés de l'histoire antique. Agrippine a su éliminer son mari, sans éveiller, de soupçons, assurer la succession de son fils, neutraliser tous les rivaux potentiels. Cette opération révèle ses capacités exceptionnelles de stratège politique. Mais son erreur fatale a été de croire qu'elle pourrait contrôler Néron après l'avoir mis sur le trône. Elle, qui avait si bien analysé la psychologie de Claude, n'a pas su comprendre celle de son propre fils. Cette cécité maternelle lui a coûté la vie. Le destin d'Agrippine pose aussi la question de la transmission du pouvoir dans les régimes autoritaires. En enseignant à Néron que le crime paie, qu'il faut éliminer ses rivaux, qu'aucun scrupule ne doit entraver l'ambition, elle en a fait son propre bourreau. Sa mort tragique a inspiré de nombreux artistes au fil des siècles. Racine s'en est inspiré pour sa tragédie Britannicus, où Agrippine apparaît comme une figure maternelle, terrible et fascinante. Cette œuvre immortalise le personnage et est en fait un symbole de l'ambition féminine. Les historiens modernes portent sur Agrippine un jugement nuancé. Certes, elle était cruelle, manipulatrice, criminelle, mais elle évoluait dans un monde masculin impitoyable où seule la ruse et la violence permettaient aux femmes d'exercer une influence politique réelle. Son intelligence politique était remarquable. Elle a su naviguer dans les intrigues de 4 règnes différents, survivre à l'exil et aux persécutions, reconquérir le pouvoir après chaque défaite. Peu d'hommes politiques de son époque
ont fait preuve d'une telle capacité de résistance. L'histoire d'Agrippine la Jeune résume à elle seule tous les excès et toutes les contradictions de l'Empire romain à son apogée. Cette femme d'exception a incarné l'ambition absolue, celle qui ne recule devant aucun crime pour atteindre ses objectifs. Elle n'a pas tué de jumeaux, contrairement à ce que suggérait le titre initial, mais elle a commis des crimes bien réels. L'empoisonnement de Claude, l'élimination de ses rivaux, la manipulation de son propre fils. Ces forfaits suffisent largement à en faire l'une des criminelles les plus accomplies de l'histoire. Son destin tragique illustre une vérité éternelle. L'ambition dévorante finit toujours par détruire celui qui la porte. Agrippine a voulu être la mère de l'empereur, elle est devenue la victime de sa propre création. Néron, l'enfant qu'elle a tant chéri, est devenu son bourreau. Cette histoire vraie dépasse en horreur tous les romans noirs. Une mère qui empoisonne son mari pour faire couronner son fils, un fils qui assassine sa mère pour conserver le pouvoir. Même la fiction n'oserait imaginer de tels excès. Mais Agrippine mérite peut-être autre chose que la simple condamnation morale. Elle a vécu dans une époque où les femmes ne pouvaient exercer le pouvoir que dans l'ombre par l'intermédiaire de leur mari ou de leur fils. Dans ce contexte, son ambition démesurée devient presque compréhensible. Elle reste l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire romaine, celle qui a le plus approché du pouvoir suprême. Pendant quelques années, elle a véritablement gouverné l'Empire à travers son fils. Cette réussite exceptionnelle a un prix. Elle a payé de sa vie son rêve de grandeur. Sa dernière parole, frappe au ventre, résonne encore aujourd'hui comme un symbole tragique de la maternité trahie. Ce ventre qui avait porté l'espoir de toute une famille est devenu le symbole de sa destruction. Agrippine désigne elle-même le lieu de sa mort, là où elle avait donné la vie. L'impératrice assassinée a obtenu une forme d'immortalité que n'ont pas eu ses contemporains. Son histoire continue de fasciner, d'interroger, de bouleverser. Elle incarne l'éternel conflit entre l'amour maternel et l'ambition politique, entre les sentiments familiaux et la raison d'État. Agrippine la Jeune reste un mystère historique autant qu'un personnage terrifiant. Comment une mère peut-elle être à ce point aveuglée par l'ambition? Comment un fils peut-il tuer celle qui lui a donné la vie et le pouvoir? Ces questions dépassent l'anecdote historique pour toucher aux ressorts les plus profonds de la nature humaine. Son tombeau, érigé sur la route de Misène après la mort de Néron, portait peut-être une épitaphe que l'histoire n'a pas retenue. Mais ces véritables monuments sont les œuvres d'art qu'elle a inspirées et les leçons politiques qu'elle continue de nous enseigner. Agrippine la Jeune n'a pas étranglé de jumeaux, mais elle a étranglé ses propres scrupules, ses propres sentiments, sa propre humanité au service d'une ambition dévorante. Cette mort symbolique de sa conscience morale l'a menée vers sa mort physique réelle. Elle reste l'incarnation parfaite de cette vérité, que Shakespeare formulera des siècles plus tard. L'ambition désordonnée est une échelle qui mène à la chute. Agrippine a gravi tous les échelons du pouvoir, mais le dernier l'a précipité dans l'abîme. Son histoire nous rappelle que derrière les fastes de l'Empire romain se cachèrent des drames humains d'une intensité rare. Ces hommes et ces femmes qui dirigèrent le monde antique étaient rongés par des passions destructrices qui les menaient à leur perte. Agrippine la Jeune mérite sa place dans la galerie des grands personnages de l'histoire, non pour ses qualités morales, qu'elle n'avait pas, mais pour sa dimension tragique exceptionnelle. Elle restera à jamais la mère qui a tout sacrifié pour faire de son fils un empereur, y compris sa propre vie. À